écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis, c'est un nouveau podcast Histoire, toujours sur Radio Ma'arif, avec l'homme qui est désormais le double des clés de Radio Ma'arif, Moustapha Khadili. Salut. C'est un plaisir, merci pour la confiance. Comment vas-tu ? Très très bien, merci. C'est agréable de se retrouver toujours et puis aussi de papoter, de discuter et d'être en contact avec les gens qui nous suivent. Je les remercie énormément pour leurs encouragements par le taux d'écoute que Radio Ma'arif a atteint. Écoute, nous avons aujourd'hui la mission difficile de parler d'un concept, le nationalisme. C'est un concept. Oui, c'est un concept. C'est une idée. C'est une idée. Ouais. C'est une idéologie même. C'est quelque chose qui nous semble naturel, vu qu'on a grandi dedans, mais qui est récent. Alors, qu'est-ce que le nationalisme, s'il te plaît ? On en a parlé, je veux dire... Dans tous les podcasts. Dans tous les podcasts, on en parle. Enfin, quand on commence au 19e, 20e siècle, quoi. On a une on n'en a pas parlé chez les Almohades ou chez les Almoravides. Ça n'existait pas. C'est une idée qui a émergé en Europe avec le printemps des peuples 1848 sur la notion de nation. Une langue, une religion, un territoire, une tête. Il faut tous se ressembler, il ne faut pas de différence, là, etc. Avec le début de l'éclatement des empires en Europe, 1848, ça s'appelle le printemps des peuples. C'est l'origine du mot printemps qui a existé. On en a plusieurs, hein, depuis celui-là, le printemps de Prague 1968. On a le printemps de Pékin 1988. On a le printemps berbère ou le printemps kabyle en Algérie 1981. Alors, restons sur le premier printemps, celui de 1848. C'est quoi ce printemps ? C'est le début des peuples qui s'auto-libèrent, en quelque sorte, des grands empires. On commence par la Pologne et l'Empire russe, rebelote, je veux dire, rien de nouveau sous le soleil. Depuis ce moment-là, des grands empires où on a les peuples qui cherchent à s'auto-gouverner pour sortir des gérants des empires, mais en invoquant des langues différentes, des religions différentes pour sortir d'un empire qui n'avait pas la même langue, qui n'avait pas la même religion. Mais nous sommes dans un contexte... Oui, mais ça, excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que c'était nouveau ? Parce qu'en fait... C'est là que commence cette notion de nation. Cette notion de nation. Mais le fait qu'un peuple qui n'a pas la même langue ou la même religion, qu'un empire qui le gouverne essaie d'en sortir, c'est pas forcément nouveau aussi. Au nom de la nation, si. D'accord. Au nom de la nation, si. Si avant cela, on parle des révoltes. On a l'histoire de l'Empire ottoman, on a l'Empire russe, l'Empire austro-hongrois, avec l'histoire avant le début du déclenchement de la Première Guerre mondiale, ce Serbe de Sarajevo qui assassine le prince Ferdinand, etc. Regardez. Donc jusque-là, on parlait de révolte, on parle d'empire qui combat un autre empire pour lui arracher un morceau pour l'ajouter à son domaine, etc. Là, ça y est, ce ne sont pas des empires entre eux qui se chamaillent, c'est un peuple qui veut émerger de l'intérieur d'un empire. Qui veut constituer une entité. Une entité, ça commence avec la Pologne et ça se diffuse, c'est à partir de ce moment-là que cette notion de nation commence à prendre pied et que des idéologues, Fichte en Allemagne et d'autres plus tard, commencent à lui donner des contours théoriques. C'est qu'est-ce qu'un peuple, qu'est-ce qu'une nation, etc. Et c'est là qu'on a inventé cette histoire de langue comme élément fondamental, identitaire d'un peuple qui veut s'émanciper. Or, il y a à débattre, bien sûr. Quel que soit, côté français, pareil, je veux dire, avec la défaite contre l'Allemagne en 1871, là, on a également un sentiment de nationalisme qui émerge, qui est trop fort, parce que on perd l'Alsace-Lorraine, et c'est là que le grand historien de France, Ernest Renan, fait un papier. Qu'est-ce qu'une nation ? Et là, il fait toute une série de démonstrations théoriques à géométrie variable, si j'ose dire, pour montrer qu'est-ce que c'est qu'une nation et comment une nation a le droit de revendiquer ceci et de ne pas revendiquer cela, que l'Alsace-Lorraine, même s'il est occupé, puisqu'il partage tel truc ou tel truc ou tel truc, doit revenir au gérant national. Mais là, la langue, ça marche pas, parce que l'Alsace-Lorraine, à l'époque, parle alsacien. Enfin, en tout cas, l'Alsace parle alsacien. Justement, c'est
pour cela que la gymnastique à géométrie variable est là pour trouver un autre justifier. lien, parce que la Non, langue- non, on justifie tout. On justifie tout parce que on est dans un processus de francisation des Français. Il n'y a pas que l'Alsace. Personne ne parlait le français à l'époque s'il n'est pas allé à l'école. Je veux dire qu'il soit ch'timi Oui, bien ou sûr. provençal, etc. Je veux dire, c'est le cas. Et c'est là justement qu'on va imposer la langue comme un élément fondamental. Donc il faut tuer toutes les langues régionales, Locales. toutes les langues locales et imposer une seule langue parce que cette langue va faire l'unité. Vrai ou faux, ça c'est un autre Ouais, non, débat, non. mais en tout cas... On n'est pas là pour, on est là pour comprendre. Enfin, tout à fait. moi j'ai une question. Nous, on a grandi dans le XXe siècle. Parfois, peut-être même qu'il y a des gens qui ont grandi dans le XXIe siècle, mais dans le XXe siècle, les gens se font la guerre au nom des pays, c'est évident. C'est évident qu'on parle de nation, d'esprit national, de le drapeau, frontière, guerre. On n'arrive pas à l'imaginer sans cette idéologie. Alors, mais il y a eu des guerres avant. Je sais pas, moi, quand Youssef Mteshfin se cogne avec l'armée de Alphonse VI, ou quand, prend la guerre que tu veux, qui date d'avant. Donc, il le faisait pas au nom d'une nation. C'est ce que Non. tu me dis. Non. Il le faisait au nom Non. de quoi? Allez savoir, est-ce qu'on peut parler de ce qu'on appelle aujourd'hui un autre terme parallèle, parce que aussi dans les traductions pose problème. Est-ce que par patriotisme, parce que la patrie est une réalité qui renvoie à la terre des paters, les parents, les pères. Parce qu'il a son deuxième penchant, c'est la langue maternelle, la langue mater. Donc mater, pater, la terre des pères, la langue de la mère. Mères, Et voilà. Bon. Ensuite, on est quand même dans un contexte des empires qui essaient chacun de sécuriser ses frontières, sud pour les Ibériques de l'époque, nord pour les Almoravides, mais c'est surtout pas du nationalisme, un terme qui n'existait pas. Alors, Mais ce que j'essaie de comprendre, c'est que si le terme n'existait pas, est-ce que le sentiment ou le réflexe existait? C'est-à-dire que Youssef Mteshfin, il a un drapeau. Il a avec lui des armées qui viennent du sud, qui Partout. Voilà, exactement. Et il a devant lui des armées chrétiennes. Ces gens-là vont se combattre. oui, on présente cela comme une guerre de religion, en quelque sorte. Les musulmans contre les chrétiens et le problème est réglé. Or, c'est beaucoup plus intense que cela, puisqu'il s'agit de frontières, d'espaces, de ressources économiques, de commerce avec les autres Non, mais on comprend bien pays. la question des ressources. Et puis, le fameux dinar. Je veux dire, une puissance qui s'impose par une guerre, il a imposé également son dinar en or, qui devient le dollar de son époque, comme l'avait dit le professeur Triki, et même pendant la période d'Almohad. Mais rappelons également que cette histoire de Détroit n'a jamais été un obstacle entre les deux côtés Oui, géographiques. mais j'ai pris une guerre au hasard. Je t'en prends une voilà. deuxième pour comprendre à quel point c'est difficile d'imaginer des guerres sans imaginer de nations. Quand Abdelmalek Saadi affronte les troupes de Sébastien, voilà, affronte les troupes de Sébastien. Son père, lui, il a grandi dans l'Empire ottoman, mais son père, Mohamed Shir, a repoussé les avances ottomanes. Et même lui, il va se détacher de l'Empire ottoman. Tout à fait. Ahmed Mansour va- Tout à fait. Les Ottomans et les Marocains, à l'époque, sont musulmans, tout à fait, sunnites. tout à fait, C'est-à-dire qu'on va estimer qu'il n'y a pas que la religion. tout à fait, Il y a autre chose. tout à fait. Alors cette autre chose, c'est quoi? La patrie, tout simplement. Bon, je veux dire, on peut la résumer. C'est-à-dire dans que la- quand il est là, Ahmed Mansour, il est devant les grands chefs des confédérations tribales, en train de se mettre d'accord pour la politique qui va mener vers le sud. J'imagine qu'il y a des gens du nord, des gens Bah, du c'est sud, ce ce qu'on appelle le bled, le pays. Les bleds, voilà, Le les bled, bleds. le pays. Alors c'est quoi le bled? La différence Le bled. entre le bled et la nation. Hein, c'est ça la question. Le bled, c'est le pays, comme ça on en indique, qui nous a donné le mot paysan en français. Le paysan, c'est quelqu'un du pays. Hein. Donc tu as devant toi un type du nord du Maroc actuel, un type du sud, un type de l'est. Ils sont tous autour Oui, du machin. Donc ils estiment qu'ils ont un truc ensemble. Que n'ont pas les Turcs par exemple. Oui, Voilà. Donc had le bled, hadi. Comment on passe de bled à nation? ça n'a rien à voir. Voilà. Qu'est-ce qu'on y rajoute? On y rajoute, c'est qu'on va être occupé, on va être soumis, on va devenir des Ouais. esclaves des autres. On. C'est qui on? Non, Pourquoi nous. on a décidé que ça Nous, c'est un on? Nous, vous, Donc vous il y a un et nous. sentiment. Bien sûr. Il y a un sentiment qui, entre le type du nord et le type du sud, estime qu'il est ensemble. Tout à fait. Voilà. Un Donc, sentiment, ce qu'on appelle dans les théories justement le sentiment d'appartenance. Voilà. Donc ce sentiment d'appartenance, c'est lui qui va se transformer en nation. Oui, la nation- Qu'est-ce qu'on a besoin de lui rajouter? C'est pour ça qu'on dit la nation est une notion. C'est une notion, c'est-à-dire c'est un concept inventé, forgé, qui n'existait pas. Parce que même quand on le traduit maintenant en arabe, on va trouver énormément de synonymes qui correspondent à beaucoup d'autres choses. Prends watan, watania, umma, qawm,
qawmiya. On a plein de termes, mais chacun renvoie à quelque chose de très différent de la notion de nation. On peut parler de l'Umma al-Maghribiya, l'Umma al-Ifriqiya, l'Umma al-Arabiya, l'Umma al-Islamiyya, mais chaque mot Umma, on dit l'Watan ou l'Wataniya. D'ailleurs, quand on revient à notre nationalisme, on le traduit par l'Wataniyin. L'Wataniya, c'est le nationalisme, l'Wataniyin, c'est les nationalistes, mais à l'origine, on a aussi un autre terme, les nationaux. Les nationaux, c'est-à-dire les gens qui appartiennent à un pays, les nationaux. Mais quand on l'a traduit en arabe, il n'y a pas d'équivalent. Ahlul balad, Ahlul watan. Et bien, c'est le terme utilisé par les Français pour distinguer les indigènes en deux catégories. Les nationaux, l'élite, Nokhba, et le reste qu'on appelait les indigènes. C'est le premier usage dans les textes en français au Maroc dans les années 20 pour distinguer les gens qui ont la conscience d'une nation. Non, c'est juste les riches, les gens qui sont avec nous. D'accord. C'est juste les gens du pays. Donc au début, les nationaux, c'est l'élite du peuple. L'élite des indigènes. de ce pays. Qui arrivent à sortir du statut d'indigène. Ça va nous donner ce qu'on appelle les nationalistes, qui commencent au début, selon la version, ou leur version, la contestation contre le Dahir berbère, finalement, qui s'est avéré fumeux et fameux. Il est passé de fameux à fumeux, puisque finalement, je veux dire, les descendants des nationalistes reconnaissent, excusez-nous, il n'y a pas de Dahir berbère, on en a parlé dans un podcast. Excusez-moi, je peux faire un petit peu de merchandising. On vend le bingo Mustafa Kadeli. Vous pouvez écouter un podcast et cocher à chaque fois qu'on parle de Dahir berbère. Dahir dit berbère. Le grand mensonge de l'histoire contemporaine du Maroc. J'insiste. Oui, non, mais on a un podcast là-dessus. On n'essaie pas de te faire taire. Au contraire, on a consacré un épisode entier à cette histoire. Donc on a parlé du nationalisme en général, 1848, l'Europe. Alors chez nous, donc tu dis, ça commence avec le Dahir berbère, c'est ça? Les gens qui ont contesté ce qu'ils nous ont présenté comme une contestation contre le Dahir berbère. Ce sont eux les nationalistes? Oui. Est-ce qu'ils ont des noms? Oui. Ça commence avec Balafrej, Belhassan el-Wazzani, el-Fassi, Bouïyad, Mkwar, des élites originaires de la ville de Salé, un peu de Rabat et de la ville de Fès. Et puis, tout de suite après, on va avoir une élite nationaliste qui va émerger à Tétouan, avec l'arrivée de Chakib Arsalan, invité par les Espagnols au mois d'août 1930. Je veux dire, regardez, on en a parlé dans le podcast, on ne va pas le refaire, mais ce qui est intéressant, aujourd'hui, que les descendants du nationalisme disent, excusez-nous, il n'y a pas de Dahir berbère. Donc l'acte de naissance du nationalisme marocain reste à trouver, puisque finalement, ce n'est pas le Dahir berbère qui l'a fait émerger, il doit y avoir quelque chose d'autre derrière. Non, attends, ils ne disent pas que le Dahir berbère n'a pas existé. Si. C'est qui fait ceci. Si, Jaridat al-Alam, le 16 mai 2000. Non. Si, il te dit, d'accord, il n'existe pas dans la réalité de ce qu'il impose, mais il a existé dans le sens où il a utilisé pour créer une mobilisation. Ça ne veut pas dire que cette mobilisation était légitime, mais elle a existé. Qu'est-ce qui a existé? Le fait que Tralallatef, Fijama, etc. Oui. Voilà, ça a existé. Oui. Voilà. C'est comme si tu me dis, tu as perdu un match par penalty 1-0. Oui. Il n'y avait pas penalty, je le reconnais. Okay. Mais par contre, il y a toujours 1-0. Oui. Voilà. Non, tu vois ce que je veux dire? Ce Dahir a été manipulé. Oui. Voilà. Mais le fait est qu'il a mobilisé les gens. Tout à fait. Voilà. Donc on peut garder cette date pour le. Oui. Même si ça te fait souffrir. Non, pas du tout. Loin de là. Il n'y a pas Péno, mais il y a but. Non, il y a l'orage quand il éclate en général en milieu de fin de journée, c'est-à-dire vers l'Asr, 4h, 5h. Il donne des signes depuis le matin. Dès 11h, on voit l'accumulation du nuage qui annonce l'orage plus tard. Donc il y avait quelque chose qui bougeait depuis les années, qui couvait depuis les années 20. Bon, on a eu le bon prétexte qu'on a dit, le sultan a signé un Dahir qui va évangéliser les berbères. Le sultan est fou. Non, c'est de la rigolade. Dans tous les cas, cette génération-là, dont tu as dit les noms, à Tétouan, j'imagine c'est Bennouna, Torres, absolument. Voilà. Ces gens-là, donc ils représentent un courant de pensée. Tout à fait. Comment tu décrirais ce courant de pensée? Ce courant va être, c'est Chakib Arsalan qui va leur donner le canevas ou l'encadrement théorique. Parenthèse rapide sur qui est Chakib Arsalan. Chakib Arsalan était un sujet ottoman de Liban. Il était druze à l'origine. Sa famille a été dépossédée du pouvoir sur les druzes au bénéfice des Jompolates qui y sont toujours. Il se convertit au sunnisme et il commence par adhérer à l'idéologie de Abdul Hamid II, 1908, au pan-islamisme. Tu m'as parce que la politique libanaise déjà dit. Alors, donc, il passe du pan-islamisme, avec la défaite des Ottomans, il passe au pan-arabisme. Et c'est lui qui vient avec cette notion de Umma Arabiya qu'il va... le pan-arabisme. Ouais. Donc tu es en train de me dire que tous les noms que tu as cités,
Balafrej, Torres, Nouna. Oui, tous. Voilà. Sans exception. Le nationalisme marocain est panarabiste. Oui. D'accord. Grâce à cause de Jackie Barsalan, leur Amir ul-Bayan, comme ils le surnomment, c'est-à-dire le prince de la rhétorique. Leur idéologue. Décris-nous donc du coup le panarabisme, s'il te plaît. On passe d'une nation musulmane qui était une idéologie ottomane à une conception qui va naître contre les Ottomans avec la révolte arabe en 1917 dans le contexte de la Grande Guerre. Et les intellectuels syriens, au début ce qu'on appelle les gens du Cham, Syrie, Palestine, Liban, qui sont de confession chrétienne, vont y trouver un créneau extraordinaire pour rapprocher les musulmans et les non-musulmans, c'est-à-dire essentiellement les chrétiens. Dans l'arabité. Dans l'arabité, dans laquelle tout un chacun pourrait se reconnaître, ce qui est a priori pas mauvais en soi. Il y a une laïcité là-dedans, puisqu'on va placer la laïcité, on va placer l'arabité. De l'islamité à l'arabité, du pan-islamisme au pan-arabisme, c'est laïque. Voilà. Justement, c'est pour cela que beaucoup de régimes en Europe ont défendu, soi-disant, les régimes pan-arabes du Caire, de Damas, de Bagdad. Oui, bien sûr, mais Saddam beaucoup Hussein, plus au tard, début, en croyant qu'ils avaient affaire à des régimes laïques et qu'il fallait les soutenir avant que tout cela se retourne contre tout le monde et leur éclate à la figure parce que, justement, c'est toute une autre histoire. D'accord, restons au Maroc. Donc, le nationalisme marocain est panarabiste, c'est-à-dire qu'il voit son destin comme faisant le partie d'un tout. Ouais. Voilà, qui va jusqu'en Irak. Une Oumma, sauf qu'avec le Marocain, il va mixer justement le panarabisme et le pan-islamisme. Il va les mixer, et c'est le cas du Marocain ou de l'Algérien ou du Tunisien, il va mixer cette notion d'arabo-islamique, et c'est là qu'on va avoir un courant, d'abord qui va être intellectuel, les premiers Marocains qui ont fait des études supérieures qui ont été envoyés en France, comme Belhassan El-Wazzani, Balafrij, Boubkir Sbihi, et d'autres qui vont faire des études poussées, modernes, en France, Omar Ben Abdeljelil, son frère converti au christianisme, Jean Mohamed, qui est aussi dans le courant, je veux dire, il se convertit, mais il reste dans le courant, il y croit également, je veux dire, on le voit dans ses écrits et dans ses livres. Et c'est là que se déclenche un mouvement qui va commencer d'une manière embryonnaire suite à cette protestation, Latif, etc., pour devenir une collectif d'action marocaine qui va présenter un cahier de doléances aux autorités françaises en 1934. Donc une délégation, des gens qui se regroupent et qui vont venir à Rabat pour présenter leurs doléances et au résident général et au sultan pour demander le respect du traité de protectorat, c'est-à-dire donner aux Marocains la part qui leur revient dans le régime du protectorat, parce qu'en principe, le régime du protectorat, c'est un pays qui s'autogouverne sous le contrôle des autorités étrangères. Ouais. Alors, mais, la gouvernance directe a pris le pas, donc du coup, les nationaux, l'élite des indigènes se sentaient un peu exclus de ce nouveau régime du protectorat qui a fini justement de pacifier, comme il disait, le Maroc en 1934, mais ils ne voyaient pas les postes venir, à part les postes classiques, Qadi, Bacha, Qaïd, et puis les nouveaux statuts de traducteurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une lettre de doléance qui est connue, oui, mais qui s'appuie... Diftar al-Islahat, 1934. D'accord. Diftar al-Islahat, et ce qui est intéressant, toi, ce qui est nouveau, tu me contredis dans la démarche, c'est qu'elle s'appuie sur une démarche légaliste, c'est-à-dire on vient mettre la France devant les contradictions du propre traité qu'elle a signé. C'est-à-dire qu'en partant de ce traité, on le conteste. On ne conteste pas encore le principe même du traité. Pas du tout. Voilà. Pas du tout. On est plus dans appliquer le traité qu'ils ont outrepassé. Mais on met en place les symboles. On commence à fêter la fête du trône. Voilà. C'est la première fois. Donc à quelle date ? 1934, pareil. Non, mais quel jour ? Pour Mohamed V, c'est-à-dire le 16 novembre. C'était l'intronisation de Mohamed Ben Youssef, 16 novembre 1927. Donc on commence à fêter la fête du trône. Ensuite, on va passer à créer un parti politique, le Parti national. Et c'est là que Belhassan El-Wazzani et Alal Fassi vont se disputer, alors qu'ils sont cousins familiaux originaires tous les deux de la ville de Fès. Et donc ils vont se séparer, Et on va avoir le Parti national et le Parti Qawmiya. Je ne sais pas comment, populaire. Des fois, on le traduit par mouvement populaire. Qawmiya, mais des fois, on le traduit par mouvement populaire. Parce que regardez, encore les termes, quand Belhassan El-Wazzani utilise le mot Qawmi en 1937, c'est le mot populaire qu'il le traduit lui-même. Il crée un journal, La Voix du Peuple. Donc vous voyez, le mot Qawm renvoie ici au peuple, le mouvement populaire, et on a aujourd'hui, je veux dire, une sorte de continuité avec un autre parti politique. Ils se disputent, mais en même temps, les autorités de protectorat, avec la nomination du général Noguès, avec l'arrivée du Front populaire en France, qui était censé être de gauche, c'est lui qui va envoyer un général. Qu'est-ce qu'il va faire, Noguès ? Il va mettre un terme à toute activité
politique, il va arrêter, il va envoyer les gens en exil. C'est là qu'il va envoyer El Fassi au Gabon. Il va envoyer Belhassan El-Ouazzani à Aqqa, dans les marches du Sahara. Ensuite, il a été transféré à Idzer, à côté de Midelt. C'est là qu'on va envoyer Mohamed El-Makhtar Soussi de Marrakech à Ilr, son patelin d'origine, pour s'y exiler. Ils y restent jusqu'en 1944-1945. Donc, entre 1937 et 1945, on interdit toute activité politique, toute... Et bien sûr, les partis sont interdits. Bien sûr, les deux grands partis, justement, ça ne reprend qu'en 1944 avec la Deuxième Guerre mondiale, l'arrivée des Américains, une ouverture, la création du Hizb al-Istiqlal, le parti de l'Istiqlal, suivi du Parti démocratique et institutionnel de Belhassan El-Ouazzani. J'ai une question sur la répression du mouvement nationaliste. Quand tu nous dis qu'ils étaient exilés au Gabon ou bien même au Maroc, voilà. Je suis désolé d'être brutal, mais je trouve que je les trouve, comment dire, débonnaires. Les Français. Je trouve qu'ils ont été détendus. Je trouve que c'est des petites sanctions par rapport à l'ampleur du danger qu'ils représentent, dans leur optique, bien sûr, pas dans la nôtre, dans l'optique coloniale. C'est l'éloignement. C'est une manière de les éloigner du théâtre des opérations. C'est pas une grosse répression. C'est pas une grosse répression. L'exil, déjà, c'est mieux que la prison ou la mort. C'est bien ce que je dis. C'est plutôt indulgent. C'est-à-dire que, voilà. Mortal ceci, renvoyé au bled, il était content. Il était content. Il n'y a pas de sévice extraordinaire. C'est là qu'elle entreprend d'ailleurs ses écritures. Voilà. El Fassi, il passe. Est-ce qu'ils ont sous-estimé, c'est ma question derrière, est-ce qu'ils ont sous-estimé ce mouvement pour lutter contre de façon plus ou moins détendue? Je ne sais pas quelles sont les motivations. Ça me rappelle un autre point, c'est quand Bin Soumat, le leader almohade, le grand gourou, prêche à Marrakech, les Almoravides, l'exil à Tilmel. Oui. Non, c'est pour son bien, finalement. Non, mais il revient avec la... fait. Voilà. C'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive parce que justement, Mokhtar Soussi, Belhassan El-Ouazzani, et je veux dire, quand ils reviennent, ils doublent, intensifient même leur combat, puisque ça aboutit déjà à ce manifeste de l'indépendance, que Belhassan El-Ouazzani avait fait le sien pour son parti politique, celui de l'Istiqlal, etc. Je veux dire, on commence à remuer le côté de la plaie du colonialisme, et le combat continue, mais en même temps, on y gagne quelque chose, puisque on permet à un journal, qui est l'Alam, d'apparaître. Donc ça va être une sorte de lien entre les Marocains, même si avec la censure, il arrive à surmonter, et puis il a survécu, il existe toujours. Et c'est là aussi que le parti de l'Istiqlal se développe énormément dans les campagnes, surtout dans les petites villes, et surtout chez ce qu'on appelait le prolétariat urbain de Casablanca, qui allait par la suite passer à l'action directe, celle de la lutte armée pour la libération, ce qu'on appelle le Fidaïyin à Casablanca ou Jaish Tahrir plus tard. Alors, on a un podcast d'ailleurs où on parle beaucoup de ça. C'est un podcast qui est consacré à Mohammedi, qui est raconté par le professeur Najib Tsaqi. Si vous voulez en savoir plus sur ce prolétariat casablancais, qui se concentre beaucoup sur ce quartier central, Mohammedi. Alors, ma question... Il y en a un autre, je crois, sur Brahim Roudani. Oui, avec le professeur Bouaziz. Absolument. Qui s'appelle Roudani d'ailleurs, un long podcast. Alors, on a un mouvement nationaliste, voilà, dont tu nous as décrit les acteurs, tu nous as décrit l'idéologie, sont plutôt des acteurs d'ailleurs formés par le système colonial. D'ailleurs. Tout à fait. Voilà. Oui. Qui vont donner... justement, dans notre cas, pourquoi? Quand on dit Mohamed Mouzayani, il n'est jamais considéré comme nationaliste. Non. Ou même Mohamed Abdel Khattabi, Non, on considère que ce sont deux races différentes, en fait. Non, justement, ils sont classés dans la catégorie patriotique. Mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas fait d'études qu'ils n'avaient pas de conscience de la notion de bled, pour ne pas dire le mot nation. Justement, faut-il apprendre de hrouf, comme on dit, pour être nationaliste? C'est une question. Fallait-il passer par l'école coloniale pour devenir nationaliste? C'est une question. Fallait-il savoir lire et écrire? C'est une question. Fallait-il savoir lire un livre pour être nationaliste? C'est une question. Et si vous n'avez jamais été à l'école, est-ce que vous n'avez pas le droit d'être nationaliste? C'est une question. Donc regardez comment... Non, mais il y en a encore une qui est avant toutes celles que tu dis. Est-ce qu'on peut défendre son pays sans être nationaliste? Et là, la réponse est oui. C'est le cas de toute la résistance à l'occupation. Alors, une question subsidiaire, est-ce que dans un récit national où tu as un bout de terre qui est le nôtre, qui résiste, pas qu'aux Français en 1900, mais même à travers l'histoire, espagnol, au portugais, ça, est-ce que la façon dont tu résistes en dehors de l'idéologie nationaliste t'exclut du récit? Exact. Voilà. C'est ça la question. Bien sûr. Regardez,
dans nos programmes scolaires, on en sait plus sur le mouvement nationaliste qui n'a duré que 25 ans que sur la résistance qui a duré de 1900 pratiquement jusqu'à 1934. Quand on compare 34 ans à 25 ans, on en sait plus sur 25 ans que sur 34 ans. Parce que justement, ils ont... le récit national a privilégié la période dite nationaliste qui est liée à une idéologie, c'est très fondamental à retenir, alors que dans la devise du royaume, le mot watan est traduit par patrie, n'est pas traduit par nation. Allah al-Malik, Dieu, patrie, roi, c'est pas Dieu, nation, roi. Alors, regardez comment la devise reprend effectivement la notion de pater, la terre des ancêtres, mais ne reprend pas l'idéologie, contrairement à la pensée elle-même qui a besoin de haruf. Tu as ouvert 25 fenêtres, on va y aller une par une. Allah, al-Watan al-Malik, c'est de l'arabe. Oui. Le Watan, c'est patrie en français, officiellement. donc c'est la terre. Oui. C'est pas pater. nation. Non. D'accord. Et pour toi, nation, ça serait mouvement national. Ouais. Et patrie, tu peux mettre dedans les Almoravides. Oui. Et les Almohades, et les Saadiens. C'est ça ce que tu es en train de dire. Tu te lies à une terre. Moi, j'ai une idéologie. Moi, j'ai le derrière, je constate. Moi, j'ai le derrière, je constate. On est entre nous. Je constate que le mot officiel retenu est beaucoup plus subtil que le terme idéologique. Et à mon avis, ça rend compte beaucoup plus de la longueur tout à fait. qui dépasse les siècles. Les siècles et l'idéologie née au XXe siècle suite au temps colonial. Mohamed El-Khamis, Mohamed Ben Youssef, il est considéré comme nationaliste. Je crois qu'il est plus patriote que nationaliste. D'accord. Tegolo, l'Arabia Watani. Mais on ne sait pas dans quel sens il est traduit par les concernés. Est-ce qu'on le met dans la catégorie nationaliste ou dans la catégorie patriote? Les nationalistes marocains. Donc Mohamed Zahedi n'est pas considéré comme nationaliste. Non, il est à la limite patriote. Oui, on pourrait le classer. Par ses actions, en tout cas. Oui, d'accord. Il a défendu, il a essayé de défendre, il est arrivé jusqu'à Chaouia, ça n'a pas marché, il a descendu son propre territoire tribal et même chez les voisins, il a fini par ces nationalistes vont être l'élite marocaine qui, le lendemain de l'indépendance, vont être au pouvoir. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et ils vont négocier en quelque sorte la manière de répartition, parce qu'on a une lutte pour le pouvoir central, le pouvoir local, et le pouvoir symbolique, celui de la science, de la connaissance, de l'éducation, va être entre leurs mains. Et du coup, c'est là qu'on va avoir tous ces programmes scolaires, tout ce récit national, tout ce qu'on raconte la télévision, tout ce qu'on raconte la radio. Nahnu, l'Umma al-Arabiya, ça y est, ça devient une évidence que tout le monde reproduit, comme si le Maroc n'existait pas ou n'a jamais existé jusqu'à l'arrivée de panarabisme, de Laurence d'Arabie ou de Chakib Arsalan ou des chrétiens du Liban ou de Syrie qui avaient leurs propres problèmes avec leurs frères, mais qui n'étaient pas dans notre contexte, puisque ce nationalisme arabe du Cham exclut les juifs, alors que chez nous, justement, on n'a pas de chrétiens, on a des juifs. Comment? Je veux dire, comment s'y retrouver? Parce que dans cette combinaison arabo-islamique, ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas arabe, vous êtes exclu, vous n'êtes pas musulman, vous êtes exclu. Donc, la réalité du Maroc... on est obligé de parler de cette idéologie. Donc, l'idéologie qui était en vogue jusqu'à récemment, c'est qu'on considérait qu'une nation égale une langue, un drapeau, un territoire, etc. D'où cette langue arabe, langue officielle unique, et qu'il faut arabiser mais la population. Je pense que les choses ont changé. Aujourd'hui, on considère le multilinguisme comme une richesse, plus que comme un frein à la construction de l'édification nationale. Tout à fait. Voilà, dans le roman national, on considère les altérités. Il suffit de lire encore aujourd'hui Abdallah Al-Alaoui, qui est un grand, qui est celui quand même qui a forgé beaucoup de choses dans l'intellect marocain, qui présente la diversité comme un frein. C'était la pensée dominante pendant très longtemps. Voilà. On croyait que c'était un frein, que c'était un danger. Or, si on allait être monolingue dans les années 60, il fallait être amazigh, point. Pas autre chose. S'il fallait être monolingue, et être exclusif, et être quelque chose qui, normalement, reproduit l'identité réelle marocaine. Or, on a fait justement le mauvais choix. D'abord, d'une langue que personne ne parle, et qu'on a toujours espéré que les Marocains allaient la parler en passant par l'école. Un autre idéologue de gauche, Jabri, dit il faut éliminer les dialectes d'Arija, l'Ammiya et Tamazirt, et qu'il faut que les Marocains passent à l'arabe. C'est le rêve de beaucoup de gens qui ont finalement tablé sur l'école pour nous arabiser. Alors, comme disait l'autre, si on était déjà des Arabes, pourquoi chercher à nous arabiser? Si on n'est pas encore des Arabes, pourquoi chercher à nous arabiser? C'est Katib Yassine qui a dit ça, l'auteur de Nejma. Merci Mustapha pour ces éclaircissements sur quelque chose qui est considéré aujourd'hui comme une évidence, mais qui est une idéologie récente et qui
a vraiment des impacts profonds sur... Bien sûr. on a même du mal à imaginer un Maroc avant cette idéologie qui ne soit pas dans cette optique. C'est-à-dire que d'après ce que tu nous dis, Moulay Hassan Ouel, ce qu'on appelle Hassan Ouel, donc 1880 en gros pour aller vite, ou bien on peut remonter encore plus tôt, Moulay Ismail, ne se considérait pas comme nationaliste ou ayant un esprit national ou quoi que ce soit, loin de là. Je veux dire, ça freine non seulement le Maroc, mais tout le Maghreb, c'est à cause de cette idéologie. C'est-à-dire qu'ils étaient dans la notion de bled qui est plus inclusive et qui prend compte... comme disait le juif au musulman, tu es ta religion, moi j'ai ma religion, mais le pays nous unit. Merci, ce sont les mots de la fin, on ne trouvera pas mieux. Mustafa Kadeli encore dans un grand numéro. Beau match, merci. Merci. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.